Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo marque le début d'une série spéciale autour de la CAN avec des entretiens concernant divers pays qualifiés. Alors presque quotidiennement, je vais recevoir un journaliste, un entraîneur, un joueur ou tout simplement un observateur attentif du football de son pays. L'idée c'est de donner la parole à ces gens-là et d'utiliser un angle footballistique pour apprendre à la fois sur la sélection et sur le pays. On va débuter avec la Mauritanie et El Hadj, que je remercie pour son temps. Alors parfois il y a des petits problèmes d'écho et de son sur cet entretien-là, on en est désolé. Et je remercie les personnes qui m'ont aidé à faire le montage en espérant que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager tout ça pour découvrir un petit peu mieux cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon visionnage. Alors bon, la Mauritanie est qualifiée pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme tu me le disais tout à l'heure, c'est pour le pays, c'est un véritable événement. C'est plus que tout ce qu'on peut imaginer. Oui, la qualification à la CAN est une qualification historique. D'ailleurs, actuellement, on est en pleine période électorale et la qualification est en train d'éclipser ces élections. Donc, c'est pour la première fois que la Mauritanie se qualifie et c'est un événement et un engouement qui est énorme. Parce que en France, on connaît très peu déjà le pays de la Mauritanie et encore moins le football mauritanien. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que cette qualification, c'est avant tout le travail d'une nouvelle fédération. Oui, c'est un travail en amont grâce à l'ère Ahmed Yahya, qui est actuellement président de la Fédération mauritanienne de football, qui est allé chercher Patrice Neveu. Et avec Patrice Neveu, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées et qui ont été faites, dont la qualification à la CHAN en 2014. Et surtout aussi grâce au fait d'aller chercher des binationaux tels que Adam Abba, Hassan Kamara, Diallo Guidele, etc. Et aussi le fait d'avoir refait l'Académie mauritanienne de football. Et aussi, la fédération a construit un stade grâce à un financement de la FIFA avec Gianni Infantino qui peut prendre jusqu'à 5 000, voire 6 000 spectateurs. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça ne va pas être loin de là. D'accord. Parce que tu parlais justement de Patrice Neveu qui est venu il y a quelques années en tant que sélectionneur. C'est un peu lui qui a annoncé le renouveau du football mauritanien avec sa sélection, notamment en arrivant à convaincre des joueurs de jouer pour la Mauritanie. Parfaitement. Grâce à Neveu, le foot mauritanien, les gens ont commencé déjà à s'intéresser au foot mauritanien parce que les résultats étaient là. Avant de parler des buts nationaux, je vais parler de la qualification historique au CHAN en 2014. Donc, en 2013, moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au foot mauritanien et à aller au stade grâce à Patrice Neveu parce qu'il il a su faire des résultats, il a su convaincre tout le monde, il a fait un travail de fond, il a travaillé avec les locaux d'abord, il a battu le Sénégal pour se qualifier au CHAN. Et ça, c'était historique et c'était vraiment quelque chose de très, très fort pour quelqu'un qui n'a jamais vécu une compétition internationale. Et surtout, il y a beaucoup de joueurs qui ont été sollicités juste après cela, notamment Ismail Diakité, qui n'a pas pu participer à au CHAN parce qu'il y a un club tunisien qui est venu le prendre. Il y a aussi Bessam, juste après le CHAN, qui a signé au JS Kabylie en Algérie. Donc tout a commencé là, les jeunes ont commencé à prendre confiance et ont commencé à bosser dur et ont commencé à savoir le haut niveau, comment ça se passe. Et puis voilà, grâce à Neveu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'équipe de Patrice Neveu. C'est la colonne vertébrale de Patrice Neveu qui tient cette équipe de la Mauritanie. Ça donne l'impression que la Mauritanie avait des talents niveau foot, mais c'est comme si elle n'y croyait pas avant. C'est comme si elle ne le voyait pas qu'elle avait du talent justement pour être aussi un pays footballistique. Bon, la Mauritanie, c'est un pays de foot. Ça a toujours été un pays de foot, mais disons que les gens, il n'y avait pas un investissement, il n'y a toujours pas d'ailleurs l'investissement qu'il faut. On n'a pas un centre de formation qui est reconnu comme le centre de formation au Sénégal ici, Djambar, comme un centre au Mali.
mais on commence à comprendre comment ça se passe au niveau et comment tu dois faire. Disons que la fédération a su trouver une stratégie pour s'en sortir par rapport au contexte mauritanien. Et ça, c'est déjà quelque chose. Moi, je pense que jusqu'à là, le plus grand travail de la fédération, c'est cette académie où on a toutes les catégories, niveau équipe U15, U17, U19, U23. La Mauritanie actuellement a une équipe qui est représentative dans toutes les compétitions africaines. Et ça commence déjà par là pour moi. Tu parlais du contexte mauritanien. Est-ce que tu pourrais un peu justement expliquer un peu sur ton pays? Parce qu'en France, c'est un pays qui est très méconnu aussi. Je pense que pour comprendre le foot mauritanien, il faut comprendre aussi son contexte socio-culturel. Ouais, culturellement, disons que la Mauritanie, c'est un pays où on a 4 ou 5 ethnies. Donc, par rapport à cela, on a les Maures blancs qui sont les Arabo-berbères, on a les Négro-africains, les Wolofs, les Alpulaars ou les Peuls, on a les Soninké et on a les Bambara. Je citais les Wolofs, on a les Bambara. Donc, on a ces ethnies. Et c'est un peu compliqué niveau État, niveau... Bon, disons que la Mauritanie, c'est un pays qui n'a jamais été facile, qui a été frappé par des événements dans les années précédentes, malheureusement. Et c'est toujours... comment je peux m'exprimer d'une manière... bon, disons que, disons que la Mauritanie, c'est un pays où on a un État qui est plus ou moins raciste. Et ça se reflète au niveau de l'administration, ça se reflète au niveau économique, culturel et social. Et justement, ce qui est beau, cette équipe de foot, c'est quelque part qu'elle arrive à réunir justement les différentes... Exactement. Donc, grâce à cette équipe de foot, on n'arrive plus à voir la différence. Quand tu viens au stade, tout le monde est là, toutes les ethnies sont réunies, tout le monde s'embrasse. Lors de la qualification, quand tu vois la vidéo, tu te dis que non, ça, c'est pas la Mauritanie, par exemple. Parce que, tu vois, c'est le seul moment où tu vois toutes les ethnies ensemble, où tu vois tout le monde ensemble. Et franchement, je dirais que le football, c'est un vecteur sur lequel il faut pousser pour vraiment rassembler les gens. Et justement, là, actuellement, on est en pleine élection présidentielle, mais le football reste quand même, la CAN reste quand même l'événement central. Reste l'événement tant attendu pour le peuple mauritanien qui est découragé de cet État, qui est découragé de ce système raciste. Et par exemple, voilà. Et justement, on parle de foot en Mauritanie, ce n'est pas uniquement dans la capitale Nouakchott, c'est aussi développé dans toutes les autres villes mauritaniennes, le foot. Oui, c'est actuellement dans le championnat, tu as 4 ou 5 régions qui sont quand même représentées. Tu as le Nouadhibou, tu as Kéhédi, tu as le Tijigja, tu as Zouérat. Donc, on a plusieurs régions qui sont très impliquées et qui ont de très bons clubs au niveau local en Mauritanie. Parce que dans la sélection aujourd'hui, tu as toujours des locaux, notamment sur le poste de gardien. C'est des mecs qui sont encore au pays. Dans la sélection, on a toujours des locaux. Et d'ailleurs, on a quasiment la moitié de l'effectif et la moitié des joueurs dans le CS qui étaient locaux il y a 3-4 ans. Donc, c'est des gens qui étaient là dans des clubs de D1, qui ont su progresser et qui ont attiré l'attention des championnats marocains, des championnats tunisiens et des championnats du Golfe. Et tu parlais aussi d'une chose tout à l'heure qui est importante, c'est la trinationalité. C'est quelque chose en France, on ne connaît pas trop, mais la Mauritanie a parfois des cas de trinationalité. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Oui, un exemple très simple, Bingoura Kamara, le gardien de Strasbourg, c'est ça, si je me trompe, Oui. il est à Strasbourg actuellement. Donc Bingoura Kamara, c'est un cas de trinationalité. Il y a eu des approches avec Corentin Martins, le sélectionneur actuel, mais ça n'a pas pu se faire parce que Bingoura attendait l'appel du Sénégal, par exemple, où Aliou Cissé ne l'a pas convoqué. Et là, je crois que pour lui, ça doit être un mauvais choix. Ça a été
un mauvais choix de ne pas avoir rejoint la Mauritanie où il aurait pu jouer et être le numéro 1. Il y a, il y a d'autres joueurs qui sont confrontés à ça. Il y a Younous Sankaré, par exemple, qui aurait pu jouer pour la Mauritanie aussi. Voilà, Younous Sankaré, qui a une fois joué avec l'équipe nationale du Sénégal, aurait pu aussi songer pour la Mauritanie. Il y a quelques années, Neveu a voulu de lui, mais il a choisi le Sénégal. Et là, actuellement, il ne joue plus pour le Sénégal. Et là, s'il était venu en Mauritanie, c'était un titulaire indiscutable, par exemple, vu le niveau actuel de notre effectif. Il y a aussi Aboubakar Kamara, qui est de Fulham, qui a été contacté par Corentin Martins et qui n'a pas voulu rejoindre l'équipe nationale. C'est des cas comme ça qu'on a et qu'on n'arrive pas à concrétiser parce que la Mauritanie, ça ne vend pas comme le Sénégal, ça ne vend pas comme la Guinée, comme le Mali par exemple. Donc pour le moment, on n'est pas assez crédible aux yeux de leurs agents et de eux-mêmes ou de leur entourage. Mais pour moi, la Mauritanie continuera à progresser tant que cette fédération continue à bien travailler. Et même par rapport aux sélectionneurs, ils voient le potentiel qu'il y a en la Mauritanie et je pense qu'on va continuer à bien travailler et à... J'ai l'impression qu'il y a une certaine rivalité entre la Mauritanie et le Sénégal. Est-ce que je me trompe ou... Oui, c'est normal, c'est le voisinage. On est deux pays frontaliers, deux pays frères. On peut avoir de la famille en Mauritanie et au Sénégal, donc c'est pas une rivalité pure et dure parce qu'en termes d'effectifs et en termes de... On ne peut pas rivaliser avec le Sénégal, mais quand même, oui, il y a une forte rivalité. Il y a des moqueries qu'on se fait entre nous. Donc, ouais, la rivalité, elle existe. Et on attend toujours le match entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est un match qu'on attend depuis des années, mais bon, on espère que ça va se faire, qu'on va se rencontrer dans des phases à élimination directe, quand on sera en quart de finale ou en demi. Et qu'est-ce que toi tu attends pour terminer de cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'est-ce que les gens en Mauritanie attendent? Parce que je pense que tu es réaliste, tu sais que ça va être compliqué d'aller loin quand même. Le peuple attend beaucoup de cette équipe parce que la Mauritanie actuellement, c'est le MIP de la CAN. C'est l'équipe qui a eu la meilleure progression possible. La progression, elle est nette. En 2016, on a fini deuxième après le Cameroun qui a fini champion d'Afrique et l'Afrique du Sud était troisième. En 2000, là actuellement en 2019, on a fini premier ex aequo avec l'Angola. Donc même si la CAN était une CAN à 16, la Mauritanie serait quand même qualifiée. Donc la progression elle est nette, il n'y a rien à dire. On a acquis beaucoup d'expérience pour les qualifications, mais on n'a aucune expérience côté CAN. Ce qui veut dire que moi, personnellement, je ne m'attends pas à ce que... Je ne m'attends pas à grand-chose. Je veux juste qu'ils s'éclatent. Je veux qu'ils prennent la température. Je veux qu'ils comprennent comment ça se passe dans des compétitions comme ça. Mais le peuple attend beaucoup de cette équipe. Ils doivent bien jouer, ils doivent représenter le pays comme il faut, mais après, il ne faut pas croire au miracle non plus. On est avec. Et le président de la fédération, c'est quelqu'un qui est très ambitieux. Et juste après la CAN, il va prendre comme objectif la qualification à la Coupe du Monde. Soit 2022 ou 2026, pourquoi pas. En plus, il y a une jeune génération qui arrive, qui monte. Oui, exactement. On a une fédération, on a une académie qui est en place, qui travaille très bien. Et il y a un ancien, justement, Oumar Ndiaye de Cannes, qui était à Caen. C'est lui qui est actuellement en charge de ça. On a un DTN espagnol qui s'appelle Luis Furtes. J'ai peur de finir comme le Niger, par exemple. Niger, depuis qu'ils ont été à la CAN en 2012, je crois, ils ne sont plus jamais revenus et ils ont fait comme ça. J'ai peur de devenir cette nation. Je veux vraiment qu'on montre quelque chose de positif. Il y a une génération actuellement dans cette équipe qui est en train de vieillir, qui peut-être joue sa dernière CAN. Et c'est grâce à cette génération qu'on en est arrivé là. Maintenant, on a déjà entamé le process pour le next.
Mais aussi, il faut une stratégie pour aller chercher les buts ou les tri nationaux. Ça doit être une autre forme de stratégie. Et vu que j'ai confiance en cette fédération, on espère que ça va se faire. Eh ben, écoute, on croise les doigts pour la Mauritanie alors. Yeah. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Et pour les gens qui ont des questions autour du football mauritanien, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Merci.